Bonjour à tous, je suis Mariam Diop, créatrice du concept Barokura. Bienvenue dans notre toute première édition de ce concept de podcast vidéo qui fait son entrée à Conakry. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inaugurer cette toute première édition avec une invitée spéciale, Saran Sidibé, plus connue sur le nom de Bébé Saran. Saran est une entrepreneure qui a su révolutionner le monde de la bijouterie d'or à Conakry. Mais avant de se retrouver dans cet univers, elle est passée par plusieurs étapes. La couture, les masterclass, le maquillage et j'en passe. Mais ce qu'il y a de plus fascinant par rapport à Saran, c'est surtout sa grande foi et le fait qu'elle met la religion au centre de toutes ses activités. Et c'est justement ça le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Au-delà du talent, de la persévérance et du courage, quel est le rôle que joue la foi et la religion dans le chemin vers le succès? Alors, installez-vous confortablement, prenez-vous quelque chose à boire, car maintenant, nous nous apprêtons à nous plonger dans l'histoire et le parcours de Bébé Saran. Nous allons mettre en lumière comment son courage et son talent, en plus de la foi, s'entrelacent pour frayer le chemin de son succès. Bienvenue dans cette première édition de Barokura. Let's go! À présent, accueillons notre invitée spéciale, Saran Sidibé, propriétaire de la bijouterie Bébé Saran. Bonjour. Tu peux nous faire un 360? Tu es vraiment très bien habillée. Machallah. Alors, Saran, tu peux t'installer, s'il te plaît? Alors, Saran, depuis que nous sommes au lycée, tu as toujours été une personne très indépendante et surtout, tu as toujours eu ce côté entrepreneurial. Alors, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours, de tout ce que tu as traversé comme épreuve et secteur d'activité avant de te retrouver dans la bijouterie d'or. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Merci à Mariam de m'avoir choisi comme première invitée. J'étais en train de penser par comment je pourrais commencer ce podcast et j'aimerais dire que Mariam est une de mes très bonnes amies avec qui j'ai un lien particulier. Elle est une très bonne oreille. C'est la personne avec laquelle quand je finis de parler pendant des heures que je me sens apaisée, elle a toujours les bons mots. Je pense que je pourrais même la payer en tant que thérapeute s'il faut. Donc, revenir à la question, je dirais que mon indépendance vient de ma mère parce que je trouve que ma mère, c'est ma première école de business. Elle a tout fait pour que je sois la femme que je suis aujourd'hui. Elle m'a appris énormément de choses. Déjà au primaire, je me rappelle, elle essayait de me convaincre de vendre des choses. Ensuite, au collège, je lui faisais les perlages sur les tenues qu'elle faisait faire à son atelier de couture. J'ai eu une première boutique, on doit dire 2012 ou 2013. J'étais encore à l'école. Après, je suis partie à Dakar pour l'université. J'ai eu une deuxième boutique là-bas que je gérais en même temps que l'université, mes cours. Et je gérais le business de ma mère à distance déjà pendant que j'étais à Dakar parce que je devais aller déposer des tenues chez les tailleurs. Je pense qu'à l'époque, je connaissais tous les tailleurs de Dakar. Je connais le marché HLM mieux que n'importe quel marché de Conakry. J'y allais presque tous les jours, sauf les dimanches. Et voilà, donc je pense que c'était un peu ça. Après Dakar, je suis rentrée à Conakry, commencé à maquiller parce que avant déjà de rentrer, j'avais fait une formation de maquillage à Dakar. Donc directement, quand je rentre en Guinée, je commence à maquiller dans mon salon que j'appelais Salon Bébé Saran. Et ça a été un très grand succès. Ça m'a permis de faire de très bonnes choses, de rencontrer de très bonnes personnes qui sont encore mes clients aujourd'hui ou mes clientes aujourd'hui. Exactement. Je suis partie en Chine pendant la période où j'avais le salon pour aller choisir des robes de mariée. Ensuite, je suis allée au Nigeria quelques mois avant de fermer le salon. C'est vrai, j'avais oublié ça. Exact. Toi qui n'oublie rien.
Donc, je vais au Nigeria pour faire une formation et c'est quelque temps après que je décide, après un appel, que je décide d'arrêter le salon. Et je me rappelle que j'ai décidé d'arrêter le salon pour une raison qui est très très particulière, parce que j'ai une tante qui m'appelle pour m'expliquer qu'il fallait que j'essaye de voir comment gagner mon argent de façon halal. Donc déjà, je pense qu'elle est très gênée en m'en parlant. Mais Dieu sachant faire les choses, je prends bien la chose ce jour. J'appelle ma mère pour lui en parler et je pense que pendant même que je lui explique, je suis en train de pleurer parce que je suis énervée, mais pas contre ma tante, mais je suis en mode pourquoi est-ce qu'elle me le dit maintenant alors qu'elle sait que j'ai investi énormément d'argent dans mon salon. Je venais de complètement faire la rénovation du salon. J'étais partie au Nigeria. Bref, je pense que c'était comme 2 ou 3 mois après mon retour du Nigeria. Je me rappelle que ce jour, ma mère me dit si tu dis que tu veux arrêter le salon pour Dieu, parce que tu veux faire quelque chose de halal, n'oublie pas que Dieu pourra te tester. Et dans ce test, ce sera pour voir si tu es réellement sincère dans ta décision. Et comme moi, je suis le genre de personne qui essaye de penser positivement, surtout de la religion, je lui réponds que je pense que Dieu va juste faire ce qu'il y a de mieux pour moi et qu'il est dit. Donc, c'est un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit que quand on laisse une chose pour Dieu, il nous remplace toujours par ce qu'il y a de mieux. Et ce jour-là, quand je décide d'arrêter le salon, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je suis convaincue que ce serait mieux que le salon. Et voilà où on est aujourd'hui. Donc, il y a la bijouterie qui est arrivée. J'ai décidé de mettre Malika en place et je sais que ça, c'est vraiment la petite partie de tout ce que je pourrais accomplir avec ces 2 business, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, on aura le temps de revenir sur ton projet Malika tout à l'heure, un projet récent que tu as mis en place, en plus de la bijouterie. Alors, Sarah, à travers te dire, on voit que très souvent, tu prends des initiatives. Donc, tu décides d'aller au Nigeria, tu décides de faire des masterclass, tu décides de te former, tu as toujours cette volonté de vouloir innover, améliorer. Alors ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que tu crois en toi autant? Alors, je pense que ma confiance en moi vient quelque part de mon éducation, mais aussi surtout de ma confiance en Dieu. Parce que je ne fais rien en pensant que je suis extraordinaire, même si je pourrais dire que je pense des fois que je suis une Tu lisse. es extraordinaire, ma copine. Tu es extraordinaire, tu peux le dire. Donc, dans chaque décision que je prends, je pense que je prends la peine de toujours consulter Dieu. Je vais essayer de faire la prière de consultation. Et je vais demander à Dieu de me guider vers ce qu'il y a de mieux pour moi. Et tout à l'heure, je parlais de mon éducation. Je pense que inconsciemment, en voyant ma mère être la bosseuse qu'elle est, je l'ai toujours vue travailler, voyager, faire de grandes choses. Et c'est tout naturellement que ça m'est venu de vouloir un peu ressembler à ma mère. Et si on parle de mon père, qui est décédé en 2017, rahimahullah, je dirais que mon père, lui, au contraire de ma mère, m'a toujours dit. Donc ma mère, elle est plus dans les actes. Et mon père, c'était les actes et les mots. Donc mon père va me dire que je suis extraordinaire, je suis la chose qu'il a le plus aimée dans sa vie. Il me disait des choses comme, tu sais qu'il n'y a rien que tu pourras me demander que je ne pourrais pas faire pour toi. Même si je ne suis pas riche, tu sais que je suis toujours là. Donc mes parents n'ont jamais remis en doute mes capacités ou n'ont jamais essayé de me faire croire que je n'étais pas assez. Donc c'est un peu ça. C'est sûr qu'en grandissant dans un environnement pareil, c'est juste instinctif et naturel d'avoir confiance en toi. Exact. Est-ce que à un moment, quand tu étais petite, tu t'es dit « je veux être une grande personnalité dans ce pays où je veux réaliser de grands rêves » ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est dessiné
au fur et à mesure que tu cheminais, que tu étais dans ton parcours en fait? Alors, je pense que c'est une chose qui est venue au fur et à mesure. Quand j'étais petite, je ne me rappelle pas vouloir être bébé Saran que je suis aujourd'hui. Oui. Quoique j'ai toujours été la fille qui avait beaucoup confiance en elle. Oui. Mais est-ce que quand je réfléchissais, quand j'étais petite, je me disais que j'allais être une grande dame qui allait faire de grandes choses? Donc ça, c'était pas vraiment des choses qui me traversaient l'esprit. Mais quoique je me disais que je pouvais réaliser tout ce que je voulais faire. Exactement. Certainement grâce à cette confiance que tes parents t'accordaient déjà. Exactement. C'est ça. D'accord, c'est bon. Alors, je veux savoir, tu étais dans la couture, l'événementiel, le maquillage, vente de robes, et j'en passe. C'est une tout-terrain, je pense qu'elle a un peu tout fait. Ce que je veux savoir, c'est à quel moment tu t'es dit, je vais moderniser la boutique d'or de ma mère et en faire un véritable succès. Et surtout, qu'est-ce qui t'a fait croire que tu pourrais réaliser ce succès-là? Alors, je pense que le fait d'avoir vécu à Dakar déjà a joué un très grand rôle, parce que Dakar, c'est le pays où vous trouvez facilement des bijouteries partout, au marché. Il y a des bijouteries un peu partout. Donc, j'avais déjà cette culture avec les bijouteries, parce que j'achetais aussi des bijoux en or pour ma mère à Dakar. D'accord. Mais mis à part ça, quand j'avais le salon, j'avais déjà fait une première rénovation. Il faut savoir qu'à la base, j'étais censée vendre des bijoux en diamant. Oui, je me rappelle qu'on en a discuté. Exactement, voilà. Donc, c'est ce que ça devait être. Je commence à faire la vente des diamants et ma mère me propose qu'elle veut qu'on associe le tout parce que bien sûr, elle sait ce que je pourrais faire. Exactement. Donc, ma mère me propose ça et on associe ce qu'on est en train de faire et on décide de faire des rénovations du salon. Ce qui a suivi ensuite, c'est que moi, j'ai changé la façon de communiquer sur la bijouterie. Donc, l'idée de prendre les clientes avec les sacs bébé Saran m'est venue de l'idée où, quand je finissais de maquiller mes mariés, je les prenais en photo pour poster. Et c'était instinctivement que quand les clientes venaient, je leur demandais, là, c'était plus du maquillage à poster, mais est-ce qu'on peut montrer que vous êtes venu acheter chez bébé Saran? Et je pense que c'est ce qui m'a permis de ramener encore plus de monde, parce que toi, en voyant ton ami qui est venu chez Bijouterie Bébé Saran, la prochaine personne qui va me rencontrer va me dire « Ah, j'ai vu tel, donc moi aussi, je viendrai acheter mes bijoux. » Mais je trouve que ce que tu dis, c'est très intéressant parce que ça prouve que toutes les expériences que nous avons nous servent à quelque chose dans le futur. À 100%. Donc, le concept de prendre tes clientes en photo, c'est retranscrit dans ta bijouterie et je dirais que c'est ce qui t'a vraiment permis de révolutionner ce petit monde en Guinée parce que les gens tueraient pour aller voir une photo dans ton magasin avec le petit sac bébé Saran et même moi je suis pas là mais je me disais ok quand je vais venir j'ai besoin de ma photo également et pourquoi l'or? Parce qu'il faut savoir que ta mère vendait déjà de l'or avant. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau dans ta stratégie qui a fait que tu as pu attirer les jeunes? Parce que je pense qu'avant, l'or, c'était plus une chose. Acheter de l'or, c'était plus une activité que nos mamans faisaient. Comment est-ce que tu t'es dit, je vais transformer cela en une activité ou une expérience d'achat qui attire les jeunes et sur quoi tu as basé ta stratégie? D'accord. Je pense déjà avec ma mère, c'était des bijoux pour grandes dames, ce qui est toujours d'actualité. Mais moi, je suis allée vers des choses que moi-même, je pourrais porter, par exemple. Donc, j'ai commencé à ramener du 18 carats, de couleur 18 carats. Parce que, en général, les mamans aiment quand l'or est bien jaune. Alors que les jeunes, la plupart, pas tous, ont tendance à aller vers de l'or, mais qui ne fait pas trop or. Voilà. Donc, j'ai commencé à ramener des petites chaînes, j'ai ramené les initiales, des choses qui, jusqu'à aujourd'hui, je pense que
ma mère a du mal avec certains articles qui sont petits parce qu'elle se dit oui, c'est des choses qui se perdent, c'est pas facile à compter, alors que c'est ce qui ramène énormément de monde et qui fait marcher le bouche à oreille, on va dire. Donc, j'ai essayé d'impliquer les modèles 18 carats, les petits ensembles que les gens peuvent porter tous les jours, qui ne soient pas vraiment cérémoniales, parce que les bijoux 21 carats pour cérémonie, c'est quelquefois en plusieurs mois, alors que on pourra porter des boucles d'oreilles tous les jours, ça pourrait être en or, des petites vis, des petits colliers, et voilà, c'est ça. Donc, on disait moderniser la boutique en envoyant des modèles que les jeunes aiment vraiment et qu'ils peuvent porter tous les jours. Et ensuite, présenter l'or comme un investissement. C'est ce que j'ai vu le plus souvent sur tes réseaux sociaux. Exactement. C'était quoi l'idée derrière ça? Alors, l'idée derrière acheter de l'or comme investissement vient d'une époque bien lointaine. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de présenter l'or. Donc, quand tu as des parents qui sont là, c'est sûr qu'on t'a déjà expliqué l'importance de l'or, ou même tes grands-parents. Et j'ai vraiment essayé de montrer aux gens qu'en achetant de l'or, à partir du moment où tu as du cash, ça te permet déjà, parce que l'or prend de la valeur au fur et à mesure. C'est sûr. Mais à partir du moment où tu as besoin d'argent et que tu veux le revendre, tu peux juste le ramener, que ce soit chez moi, que ce soit chez d'autres bijoutiers de la capitale, à Dakar, à Dubaï, on le revend très très facilement. 1 kilo d'or aujourd'hui, tu le revends, donc c'est presque le prix d'un appartement à l'achat, mais tu le revends beaucoup plus facilement que si tu veux revendre ton appartement par exemple. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à travers beaucoup de publications, à travers mes rencontres avec mes clientes qui venaient, et je pense que les gens ont compris. Oui, les gens ont compris parce qu'ils viennent vraiment, ils achètent, puis je pense que les gens n'achetaient pas autant d'or avant. Et ce qui est important aussi, c'est que le fait que tu le revends, enfin tu l'achètes, tu le rachètes si jamais on veut le retourner. Donc franchement, tu as deux activités, tu le vends, tu le rachètes, et ça te permet de faire perdurer encore plus ton business dans les deux cas. Ok, donc on va faire un petit close-up. Est-ce que tu portes de l'or aujourd'hui là? Oui, j'ai des boucles d'oreilles 18 carats. Donc, c'est des boucles que je porte en général tous les jours en ce moment parce que j'aime pas porter de petites boucles d'oreilles. D'accord. J'ai mes bracelets 18 carats. 18 carats. Ma montre et mes bagues. Ok. Si tu devrais calculer à combien de carats, non, la valeur. Combien tu portes sur toi aujourd'hui, Madame Bébé Saran? Si je le dis, les gens vont penser que je suis prétentieuse, non? Non. Non, pas du tout. Faut dire, combien tu portes aujourd'hui? On est à un peu plus de... En rajoutant ma montre, bien sûr. Je ne m'attendais pas à ça. D'accord. D'accord. Bon, si vous voulez des bijoux d'une valeur de... je ne veux pas parler d'argent. On coupe pas. Allez-y chez Bébé Saran. Et ça, c'était la petite partie pour juste parler de ce qu'elle porte. Parce que tu vends de l'or, c'est sûr que tu en portes. Voilà, c'est ça. Et c'est très beau. Ton bijou est très beau. Merci. Il est moderne. Merci tu beaucoup. vois, franchement, je l'achèterai. Tu comprends? On va quitter cette petite partie parce que ce qui m'intéresse vraiment avec toi, bon, ça, il faut savoir, elle a toujours été une femme, bon, je dirais religieuse, elle a toujours eu une grande foi. Donc, je pense que c'est l'une de mes amies qui a mis le foulard très tôt. Et aussi, c'est la personne avec qui j'ai le plus de discussions autour de la religion. J'aimerais la couper. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand j'étais à Dakar, parce que j'ai décidé de commencer à attacher le foulard quand j'étais à Dakar, Mariam Diop est la première personne que j'ai appelée quand j'ai décidé que je voulais je suis quand même importante, hein. Je suis quand même très importante. Oui. Et je me rappelle, c'est elle qui n'oublie rien, mais je pense pas que tu te rappelles de cette discussion. Donc je l'appelle, je lui dis Mariam, je pense que j'ai envie de commencer à attacher le foulard. Donc je pense que ce jour, si elle m'avait dit Sarah, tu es sûre que ça va, j'aurais réfléchi à 2 fois. Et là, je lui dis, j'ai envie de commencer à attacher le foulard. Et elle me dit, Sarah, si tu te voiles, je me voile. Ah oui.
On est à 15 ans plus tard, je ne suis pas voilée. Je ne compte pas me voiler, mais j'ai vraiment dit ça. Wallah, tu m'as Wow. dit ça. Et après ça, je pense que la décision était tellement plus fluide pour moi. Je te jure, hein, Ouais, tu m'as hein. dit ça ce jour-là. Tu m'as dit ça, hein. Tu te voiles, je me voile. Ouais. Quelque chose que je n'ai pas oublié. Bon, peut-être qu'un jour, je vais me voiler. Inch'Allah, Mais Inch'Allah. c'est bien, ça me fait plaisir de savoir que je t'ai encouragée comme ça. Hein. Mhm. C'est bien. Même si je suis sûre qu'au fond, j'avais jamais eu l'intention de me Oui, voiler. mais ça, tu me l'as dit et ça m'a facilité. Ah, facilité. Mhm. Alhamdulillah, je suis contente d'avoir participé à cela. Alhamdulillah. Donc, ce que je veux que tu partages avec les gens aujourd'hui, Mhm. quelles sont tes habitudes spirituelles? Ok. Alors, Comment est-ce que la religion joue un rôle, ta foi joue un rôle dans ce que tu fais, dans ton succès, tes épreuves, de manière générale? alors il faut savoir déjà que je prie 5 fois par jour, de minimum, mais j'essaie de tous les jours intégrer une nouvelle routine, donc une nouvelle chose dans ma routine. Et pour moi, je pense que la religion, ce n'est pas seulement prier et jeûner, je pense vraiment que c'est un mode de vie. Par exemple, je sais que tous les matins, je vais faire mes askars du matin. C'est Donc, je quoi vais faire un mes... askar? Donc, c'est une compilation de doigts qu'il faut faire au réveil, donc avant Fajr. Mais il m'arrive parfois de faire tahajjud 2 à 3 fois par semaine. Tahajjud, pour tahajjud, ceux qui ne oui. savent pas ce que c'est. Hein. Donc, c'est la prière nocturne et ça, c'est vous la priez avant Fajr. D'accord. Donc, si par exemple, Fajr, c'est 5h30, je vais essayer de me réveiller à 5h, faire 2, 4, 6 rakats en fonction de ma capacité et de l'énergie que j'ai. Je vais faire mes doigts, donc tout ce que je veux pour moi, que ce soit pour mes enfants, parce que je prie beaucoup pour mes enfants aussi, malgré qu'ils soient très jeunes. Je vais faire mes prières dans mon sujoud, dans la prosternation. Je vais faire mes doigts du matin, donc je vais tous les jours faire la prière, donc la doigt qu'il faut dire avant de sortir de chez soi, parce que des fois je sais que quand ma journée commence mal, dans ma tête c'est est-ce que quand tu sortais aujourd'hui tu as dit tu as fait ce que tu as dit ta faire. prière, exactement, voilà, parce qu'on dit que ces doigts nous protègent tout au long de la journée. C'est sûr. Et je fais beaucoup de zikr en général. Quand j'ai quelque chose qui me tient à cœur, je me rappelle que j'étais en voyage une fois et j'étais en train de chercher un rendez-vous qui était très très important. Et on me disait que pour avoir le rendez-vous, il fallait attendre des mois et moi je voulais absolument, donc il me fallait absolument ce rendez-vous-là pour pouvoir rentrer à Conakry. D'accord. Et à chaque fois que j'appelais, on me disait même qu'il n'y avait pas de rendez-vous pour moi. Donc ça, c'était ma première fois où j'ai fait 10 000 istighfar par jour. Donc à partir de Fajr jusqu'à avant de me coucher. Mais en général, à chaque fois que j'ai essayé de faire, donc ça va être pour toute la journée. Je vais essayer de ne pas passer de temps au téléphone, par exemple. De concentrer spécifiquement sur ça. Astaghfirullah, astaghfirullah, toute la journée. Donc c'est un peu plus ça. de 10 000 fois toute la journée. Et qu'est-ce qui s'est passé après que tu aies fait cela? Après ça, je rappelle le lendemain, vous n'allez même pas me croire, je rappelle, donc je leur dis que je dois voyager urgemment. Donc c'était pour avoir le passeport de ma fille, si je peux parler de... Voilà, donc c'était pour avoir le rendez-vous, pour aller faire le passeport en une journée. Et en général, pour avoir ces rendez-vous-là, il faut, oui, exactement, pour les avoir, il faut vraiment que ce soit une urgence. Donc là, je les appelle pour leur dire, il faut forcément que je rentre, j'ai une urgence. On me demande quand est-ce que je veux rentrer. Je pense qu'on était mardi, je leur dis vendredi. La dame me dit, d'accord, restez en ligne. Elle me met en contact avec une autre personne et la personne me demande si j'ai le temps jeudi. Waouh! Donc c'est passé de... Il n'y a pas de disponibilité, il faut des mois. Exactement. Tu peux avoir ton rendez-vous. Exactement. Je pense que ça, je te l'avais expliqué. Non. Il y a des choses que je t'explique pas. Ça aujourd'hui. Exactement. Donc, j'ai le rendez-vous. Donc, jeudi déjà, parce que ma copine qui devait m'accompagner ne serait pas disponible ce jeudi-là. Je leur demandais est-ce que je peux partir vendredi parce que mon vol est le soir. Ils me disent oui. Donc, je viens vendredi matin. Mon rendez-vous, il était à 10h30. J'ai le passeport de ma fille à midi. Waouh!
et je rentre à Est-ce qu'on peut Conakry. appeler ça la puissance de Dieu, s'il vous plaît? Je pense qu'on peut vraiment l'appeler la puissance de À Dieu. 100%. Et je pense que c'est une bonne chose à faire découvrir aux autres, car ils savent que s'ils sont coincés et qu'ils se retrouvent face à une situation qui paraît impossible, il suffit juste d'invoquer Dieu assez de fois afin qu'il réponde à ta prière. Et s'il ne répond pas, c'est que cette chose ne t'était pas destinée. Exactement. D'accord, c'est parfait. Donc, je vois que tu pries, tu fais des zirks, tu fais tahajjud. D'ailleurs, tahajjud, je l'ai découvert grâce à toi, avec Walduha, la sourate Walduha. Donc, je pense que les gens sont très crispés quand on parle de Dieu. Ils veulent toujours suivre le chemin de prier. Mais comment est-ce que toi, tu parles à Dieu? Comment est-ce que tu vois ta relation avec Dieu? Brièvement, hein, Sarah. Brièvement. Brièvement. D'accord, très brièvement. Je pense que je parle à Dieu comme je parlerais à un proche, parce que j'ai pas envie de dire un ami, mais j'essaie pas de mettre beaucoup de choses autour de ça. Exactement. Donc, ça va être pendant une prière la plupart du temps. Donc, moi, je pense que moi j'invoque pendant toutes les périodes de la journée. À chaque fois, par exemple, tout à l'heure, j'ai prié pour que Dieu me facilite cette interview-là. Donc, il y a une doigt spéciale à dire quand tu dois venir faire un discours que le prophète Moussa a dit avant d'aller rencontrer Pharaon. J'ai fait cette doigt et je pense que c'est en train de marcher. Très bien même. Très, très bien. C'est en train de marcher. Tu vas me bâcher, là? Quoi? Tu vas pas me faire un high five? J'allais rester comme ça. J'ai pas vu, désolée. Non, pas de problème. J'ai pas vu, donc c'est un peu ça. Tu parles à Dieu et tu lui dis, tu vides le contenu de ton cœur. Exactement. Et tu lui dis ce que tu veux. Exactement. Et tu m'as toujours dit que c'est important d'utiliser les bons mots. Parce que tu pourrais dire à Dieu, demain, je veux voyager. Mais si tu dis à Dieu, demain, je veux voyager, si c'est une chose bien pour moi, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, peut-être que le résultat de cette prière va être différent. Exactement. Donc, il faut utiliser les bons mots et savoir exactement être ce qu'on veut. spécifique dans ce qu'on demande. Okay. Donc, si je dis aujourd'hui, je veux maigrir, et demain, je dis, je en veux disant grossir. Ça, j'ai vu quelque chose une fois qui disait que quand tu pries pour juste maigrir, Dieu pourra te faire maigrir par la maladie, par exemple. Effectivement. Voilà, donc fais attention à ce que tu demandes. Exactement. D'accord. C'est très, très, très important, je pense, à mettre en avant. Ok, donc, dans tout ton parcours d'entrepreneur, est-ce qu'il y a eu une épreuve particulière qui était dure à surmonter et comment tu as pu aller au-delà de cela? D'accord, donc dans le domaine de l'entrepreneuriat, je pense que c'est la période où j'ai dû arrêter mon salon. Pour te reconduire vers la bijouterie. Exactement, parce que il faut savoir que quand j'ai décidé d'arrêter le salon, je ne savais pas ce que j'allais faire ensuite. Oui. Donc, j'ai tout arrêté et je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Okay. Et je me rappelle que c'était quelques mois après que j'ai eu mon deuxième enfant et ça n'a pas été facile. Mais comme je suis restée là à prier, après j'ai eu cette opportunité de commencer à vendre des diamants parce que ma mère faisait des bijoux en or et c'est les partenaires de ma mère à l'époque qui lui demandent, vous pourrez demander à votre fille de vendre des bijoux en diamant. Elle n'a pas besoin d'avancer quoi que ce soit, elle peut juste venir prendre, essayer. Si ça marche, elle nous ramène l'argent et si ça ne marche pas, elle nous ramène les bijoux. Exactement, voilà, c'était ça. D'accord. Donc c'était cette période-là. La période de doute. Exactement. Il faut se reconduire. Pas de doute. En général, je n'ai pas eu de doute dans ce cadre-là. Je savais que tu allais gérer. Exactement. La raison pour laquelle j'ai arrêté le salon, je savais que Dieu avait quelque chose de mieux pour moi. Exactement. C'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Alors, je vais te poser une question pour savoir quelles sont selon toi les 5 qualités clés qu'une femme entrepreneur doit avoir à Conakry ici pour réussir à Conakry. D'accord. Donc à Conakry, je pense qu'il faut être très calme. D'accord. Parce que c'est difficile de gérer les gens. Après ça, c'est pas qu'à Conakry. Je pense que quand on est entrepreneur, on doit apprendre le calme, à gérer ses émotions. À part ça, je pense qu'il faut être à l'écoute des gens aussi, être gentil, mais surtout être disponible. Disponible parce que après, Conakry, c'est pas très grand,
la plupart de mes vraies clientes sont devenues des amies, des proches, des tantis. D'ailleurs, on me dit que je suis la copine des tantis. Oui, tu es la copine des tantis. C'est vraiment la copine des tantis. Oui, je suis la copine de toutes les tantis. Donc, et je pense que ça, je l'ai créé parce que je suis disponible. J'essaie de mettre les gens à la place qu'ils ont. Oui. Et c'est un peu ça. D'accord. Je suis d'accord avec toi parce que je sais que ma mère, quand elle va dans ta boutique de bijouterie, elle ne veut être servie que par toi. Elle dit que tu prends ton temps avec elle, tu la fais essayer beaucoup de bijoux, vous regardez le grammage, tu peux même lui proposer des options qui sont abordables, mais qui font quand même voilà, l'effet wow. L'effet wow, exactement. Puis je pense qu'effectivement, c'est ça qui te démarque aussi. Et franchement, je te félicite pour ça. Merci beaucoup. Je suis ta copine, je suis fière de toi. Merci beaucoup. Non, tu gères quand même. Bon. Côté pression, le succès, c'est pas facile. Ok, avoir un business, c'est pas facile. Et en Guinée, il y a beaucoup de pression sociale. Je pense que quand tu es sous les projecteurs, il y a beaucoup de jugements. Et je pense qu'il faut avoir un mental assez fort. Et ça, je sais que tu l'as. Ton mental, rien à dire. Mais comment tu fais pour dépasser ce jugement et franchement, pour ne pas laisser l'imposteur syndrome prendre possession de toi? En gros, comment tu gères la pression sociale qui vient avec le statut que tu as? D'accord. Déjà, il faut savoir que moi, j'étais une personne très, très impatiente. Avant? Ça, tu le sais. Ça a changé, j'avoue. Une personne qui était nerveuse par moments aussi. Donc... Ça aussi, je sais. J'ai beaucoup pris avec beaucoup. Très nerveuse, mais avec le temps et avec tout ce que j'ai vécu comme épreuve, je pense que je n'ai pas eu d'autre choix que d'apprendre à contrôler mes émotions. Parce que je me rappelle qu'une fois déjà, quand j'étais petite, j'ai appelé mon père parce que j'étais énervée pour une chose et je criais tellement fort que quand je me suis calmée, il m'a dit « J'ai peur pour toi parce que si tu fais pas attention, tu vas mourir de tension. » Wow. Et mon père était hyper tendu, donc je pense qu'il se disait avec le gros cœur que tu as là, si tu as ma maladie, tu vas aller très très vite. Donc en Guinée, c'est pas facile. Les gens font beaucoup de jugements, mais après je pense sans forcément te connaître, ils vont prendre un bout de ton histoire, ils vont essayer de s'approprier l'histoire et ils vont penser que tu devrais faire les choses différemment. Sans savoir c'est quoi ton histoire, sans savoir c'est quoi ton vécu, sans savoir ce que tu as eu comme pression, comme tout ce qu'il y a autour. Donc, je pense que la seule façon que j'ai de gérer ça, c'est de gérer mes émotions parce que j'ai appris à être calme. Maintenant, on va me dire des choses où je vais apprendre des choses qui autrefois me mettront hors de moi. Et aujourd'hui, je vais juste dire « Ah, ok, merci. » Bref. Next. Next topic. Alors, Sarah, on l'a compris, rester soi-même. Malgré la pression sociale, les commérages, être fidèle à soi-même, car tu sais ce dont tu es capable, tu sais qui tu es, et tant que tu gardes cette ligne directrice, il n'y a rien qui peut te déstabiliser. On est bien d'accord? D'accord. J'aimerais que tu me dises, si tu devais parler à la Sarah Sidibé d'il y a 10 ans, tu veux pleurer? Oh, elle veut pleurer. J'ai pleuré tout à l'heure. Tu peux pas pleurer tout de suite. On a besoin de mouchoirs, s'il vous plaît. Non. Non, ça va? Oui, c'est bon. Tu gères. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à la Sarah d'il y a 10 ans? Alors, je pense que ça va être compliqué ça. Alors que j'y ai pensé hier soir en plus. Mais je pense que je lui dirais que je suis très fière d'elle. On aura vraiment besoin de mouchoirs, les amis. Il faut qu'on coupe, je crois, parce que... On va pas couper. Est-ce que j'ai envie de répondre à cette question? C'est toi qui m'as dit de répondre hier. On va répondre à la question. Oui, mais j'ai changé d'avis. Tiens. Alors, j'ai hâte de voir les émotions que tu as dit que tu sais gérer. Si elle parle à la Sarah d'il y a 10 ans en arrière, parce que disons que Sarah a vécu beaucoup de choses. C'est juste que ça se voit pas de l'extérieur.
Mais quand je dis qu'elle a un mental d'acier, elle a vraiment un mental d'acier. Let's go, ma copine. Alors, je lui dirais que je suis très fière d'elle, qu'elle est une très bonne personne, qu'elle a bien fait de faire confiance en Dieu, qu'il ne faut jamais qu'elle doute de ses capacités à surmonter toutes les épreuves que Dieu pourra lui mettre sur son chemin, que la vie ne sera pas tout le temps facile, mais que Dieu fait toujours les bonnes choses pour les bonnes raisons. Oui. Voilà, et que je suis très fière d'elle et qu'elle va aller très loin. Inch'Allah. Ce n'est que le début. Inch'Allah. Inch'Allah, c'est le début. Et je vais prendre ce petit temps parce que normalement on est sur la fin. Et je pense qu'on est tous dans nos émotions. Je suis aussi très fière de toi, de tout ce que tu as accompli et de tout ce que tu traverses. Merci Mariam. Tu es trop forte et je le pense vraiment. Et tu m'inspires beaucoup. Il y a plein de choses que j'ai toujours voulu réaliser, mais te voir réaliser certaines choses, ça m'a toujours plus confortée dans le fait que tout est possible. Tu es partie de rien et Inch'Allah, tu iras au sommet, ce n'est que le début. Inch'Allah. Ok. Donc, Maleka, faut qu'on quitte ici, on va aller pleurer. C'est quoi Maleka, rapidement, brièvement? Alors Maleka, c'est mon bébé que j'ai créé. Ça, c'est spécial. Exactement, voilà. Donc, je voulais vraiment quelque chose que j'ai créé pour moi-même. Donc, c'est de là qu'est née l'idée de Maleka. Et comme depuis un certain temps, déjà, ça a toujours été le cas, mais spécialement dernièrement, je pense que j'ai commencé à plus m'intéresser au luxe. Donc dans le luxe, je parle plus des articles de luxe. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée parce qu'on n'avait pas un endroit ici qui vendait des sacs de marque. C'est sûr. Comme j'ai pensé à m'y mettre, j'ai pu grâce à Maleka parce que j'étais tellement investie, j'ai pu avoir mon premier sac Hermès. Oui. Alors que tout le monde sait que le réseau est très compliqué. Avoir ce sac, c'est... J'étais d'ailleurs avec Jenny. J'ai pu avoir le premier et voilà. Donc, en ce moment, je ne suis pas arrivée où je veux parce que j'essaie de vraiment me concentrer sur la bijouterie. Je veux ouvrir d'autres bijouteries encore, j'en ai déjà 2. On va ouvrir une 3e boutique. Et Maleka va sûrement suivre et Maleka aura une boutique physique. Inch'Allah. Inch'Allah. Je te souhaite de pouvoir réaliser en tout cas tous tes rêves, Saran. Merci. Je sais que tu en es capable, je ne m'inquiète pas pour toi. Et j'aimerais souligner que Saran, c'est mon amie qui m'a le plus soutenue dans mes activités marketing à mes débuts. Je pense que on a commencé par des logos. Et franchement, j'avais le sentiment qu'elle prenait des services avec moi. Juste pour m'encourager, ok? Et je pense même que quand elle a lancé Maleka, elle m'a contactée, nous avons travaillé ensemble dessus. Et j'aimerais te remercier. Merci parce Mariam. que quand tu commences, quand tu débutes, c'est dur d'avoir confiance en toi, c'est dur d'avoir des clients. Et travailler avec toi m'a permis de bâtir mon portfolio. Et franchement, je te remercie pour ça. Je t'encourage. Et je sais que tu encourages beaucoup d'autres personnes. Donc, qu'Allah te le récompense. Inch'Allah. Donc, je sais que vous ne voulez pas forcément nous quitter, mais nous sommes sur la fin de cette première édition de podcast vidéo. Saran, je suis très contente de t'avoir choisi. J'espère que tu vas en inspirer plus d'un aujourd'hui. Inch'Allah. Et que les gens auront vraiment l'opportunité de voir la personne incroyable que tu es au-delà de toute l'apparence de l'or et des jolis vêtements et du make-up aussi. Et donc, j'aimerais prendre le temps de remercier Colors Conakry qui a vraiment été ouverte à cette collaboration. Je pense que c'est une première podcast vidéo dans une galerie d'art. C'est encore ça qui m'a recopié avec eux. Donc, merci beaucoup à Colors. Pour information, ils sont situés à Coléa. Et franchement, vous trouverez tout ce que vous avez besoin pour rendre votre lieu de vie confortable, adapté et franchement, juste faciliter toutes vos activités à la maison. Donc, nous allons nous quitter. Saran, merci mon bébé. Je t'aime. On va se faire un câlin.
Merci beaucoup. Et j'espère qu'on se revoit bientôt. Bien On sûr. aura un autre thème. Inch'Allah. Inch'Allah.